Bienvenue dans ce nouvel épisode du Duc de Savoie. Chaque semaine, plus de 5000 fidèles nous écoutent et des dizaines de nouveaux auditeurs nous rejoignent à chaque épisode. Merci à vous. Le Duc de Savoie, qui s'exprimera dans quelques instants, est un personnage fictif et chevaleresque. Ses propos, parfois caricaturaux, crus ou outranciers, peuvent surprendre ou même choquer les plus sensibles. C'est le concept même de la satire. Le but de ce podcast reste uniquement de divertir la plèbe de Savoie ou d'ailleurs. Si nos auditeurs apprécient ce ton cynique et excessif, c'est aussi parce qu'il est toujours accompagné d'une réflexion sincère et d'une envie constructive de répondre aux questions envoyées chaque semaine par email par les sujets du duché. Le duc, qui est un homme bon et juste, condamne toute forme de haine ou de discrimination, sous quelque forme que ce soit. Place maintenant à la sainte parole hebdomadaire. Le duc t'aime et veille sur toi. Bienvenue sur The Duke Connection. Je m'appelle Hugo Ferrari, duc de Savoie, autoproclamé depuis 2019, pratiquant d'ultra trail depuis 2014, speaker sur des événements sportifs depuis 2017, premier podcasteur course à pied depuis février 2018, organisateur d'un trail rassemblant 1800 participants depuis 2019 et enfin rédacteur web depuis 2020 sur le site duc-army.fr où vous retrouvez toutes, je dis bien toutes, les informations gravitant autour du trail. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast du mercredi, et oui, de retour avec la tradition, podcast bimensuel, bimensuel, et nous en sommes au numéro 384, bien entendu, si je ne compte pas tous les J-30, si je ne compte pas tous ceux que je mets en plus sur mon site internet, comme par exemple les audios du lundi, qui sont certes des interviews, mais avant tout un podcast. On est sans doute au-delà de 1000. Voilà. Où est la concurrence? Bien entendu, on la cherche, puisqu'elle s'inspire de votre duc. Voilà, alors je n'ai pas mis la boîte à son aujourd'hui, je laisse ça de côté finalement, puisque personne ne m'a dit que c'était génial, donc un peu la flemme du coup de l'utiliser, et surtout, comme c'est pas le même logiciel d'enregistrement, bah, celui-ci est quand même un petit peu mieux. C'est vrai que voilà, donc, bon, on a fait le têtu, et voilà, on revient. Alors aujourd'hui, je vais démonter... non pas ta sœur, mais plutôt des mythes. Pourquoi vos croyances sont malléables et évolutives? Je vais m'appuyer sur un mail reçu d'un abonné d'un patriote qui, malgré son niveau assez élevé, d'ailleurs il faut le dire, attendez, je balance immédiatement son index UTMB, ou sa cotitra, ça c'est suivant votre religion. Tout le monde ne le sait pas, mais l'index UTMB va être modifié prochainement. Je vous le dis comme ça. Bon, moi je le sais depuis extrêmement longtemps, bien sûr, mais pour vous, les gueux, c'est peut-être une information. 754, donc vous voyez quand même une belle machine. Et voilà, Quentin était encore en proie au doute, le doute l'habitait, c'était terrible, voilà, donc on va essayer de répondre un peu à tout ça et de démystifier quelques croyances, quelques bornes limitatives qu'il a dans son esprit. Peut-être devra-t-il réécouter les 4 audios que j'ai fait l'an dernier avec Stéphane Brognard sur mon site internet, qui sont très intéressants, qui ont leurs limites, bien sûr, puisque vous ne pouvez pas non plus tout faire, vous n'êtes pas un surhomme. Et la phrase « oui, mais c'est ton cerveau qui te limite », est bien jolie, mais à un moment donné, elle touche, elle aussi, ses limites. Sinon, je sais pas comment on conjugue, je m'en fous. Sinon, je pourrais voler, et oui, et c'est mon cerveau qui me limite, et merde, je suis mort parce que je me suis écrasé par terre. Bref. Quelques news, bien sûr, avant, parce que j'ai beaucoup de news. J'ai trop de news, d'ailleurs. J'ai tellement de news que des fois, les gens m'appellent pour me parler d'un truc. Je sais même plus ce que c'est, alors qu'ils m'en avaient parlé la veille. D'un point de vue athlète, on est sur un point bloquant, là, parce que mon championnat de France était tout pourri. Voilà. Bon.
Pas trop d'autres mots. Je l'ai débriefé. Néanmoins, sur mon site internet. Eh oui, parce que quand tout va bien, c'est facile de débriefer. Tu fais, ah, vous avez vu comme j'ai réussi, là. Ah, ouais, putain, faut me saucer. Ah, saucez-moi. Ah, saucez-moi, j'aime ça. Ouais, dites-moi que je suis trop fort. Ouais, dites-moi que je lui ai mis une grosse branlée à cette espèce de sac à merde que j'ai doublé dans les petites dernières bornes. Là. Putain, je lui ai chié dessus. Ah, c'est bon, ça. Je lui ai dit que c'était à droite alors que c'était à gauche. Il était cramé, il y allait, ce con. Bon, j'ai raté. Alors, j'ai sorti la pancarte maladie. Je sais pas si vous avez vu. Parce qu'il y a toujours. Vous ouvrez le tiroir, vous avez tout un tas d'excuses comme ça, sous forme de dossier. Et j'ai sorti la carte maladie. Je vous l'avais pas faite, ça pas depuis longtemps. Je me suis dit, ça passera bien. Bon, j'ai expliqué ça plus en détail. Alors, c'est très gentil. Certains m'ont donné des conseils pour guérir d'un rhume. Et je vous en remercie. Mais c'était pas tout à fait ça. C'était un petit peu plus compliqué que ça. Et... Bon, je ne suis malheureusement pas un être particulièrement fort face à tout un tas de... Je sais pas si on peut appeler ça des virus, mais... voilà, je suis plutôt le chétif qui va prendre le tarif. Et je n'ai pas voulu me soigner en amont, j'ai fermé les yeux en pensant que ça allait passer, bien évidemment ça a empiré, et je me suis fait avoir comme un bleu, comme un débutant. Et c'est marrant, ça m'a ouvert une réflexion, oui, parce que j'aurais pu me soigner dans la dernière semaine avant le Ventoux, je pense que ça se serait bien passé, mais je ne l'ai pas fait. Et ça m'a fait réfléchir, parce que, oui, quand même... Donc je cours depuis novembre 2014. Avant ça, je faisais du vélo de route. On peut dire un petit peu à haut niveau. Enfin, c'était pas extraordinaire non plus, mais c'était pas du cyclotourisme. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui participent à des courses cyclosportives et qui essayent de nous faire croire qu'ils sont forts. C'est comme si je gagnais un trail de 18 km à Trifouille-les-Oies et que je te disais que j'étais quasiment l'équivalent de Jim, quoi. Ouais, tu comprends, moi, en vélo, ouais, sur la dindon colle farcie, là, j'ai fait 4. Je sais pas si tu te rends compte un peu du niveau. Je sais pas si tu mesures un peu le niveau. Ouais. Non, je mesure pas, je connais même pas la course. J'ai regardé le Tour des Flandres, tu y étais pas. Comment ça se fait? J'ai regardé une course professionnelle à la télé, tu y étais pas. Comment ça, tu m'expliques que t'es fort? Mais pourquoi t'es pas dans l'équipe professionnelle, là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Il fallait que tu t'occupes de ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ils sont drôles. Plus les gens sont mauvais, plus ils ont besoin de vous montrer à quel point ils sont forts. Alors, je vais pas citer une personne sur un trail récemment, qui a terminé un petit peu dans les premiers, et c'était un trail saucisson. C'était un trail saucisson. Et le premier, il a fait ci, il a fait ça, et c'est moi qui méritais de gagner. Kimi! Non. Donc, je me suis perdu du coup, Putain, je me suis perdu. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est fou, ça. Je sais plus. Bon, en tout cas... Je n'ai pas pris les devants pour me soigner. Ah oui, je me suis fait avoir parce que donc je faisais du vélo de haut niveau avant 2014 et avant ça, je faisais du VTT, pareil, je participais aux Coupes de France, alors je les ai jamais gagnées, mais quand même une fois en Coupe de France et une fois au Championnat de France, j'ai quand même fait 12e, c'est pas non plus dégueulasse. En cadet, donc à 16 ans, 2008. Et en 2007, je participais à ma première Coupe de France. Bon, là, j'avais pris une énorme gifle, mais bon, j'avais participé quand même. Donc depuis 2007, voilà, habitué à être performant en compétition. J'ai raté ça, ben, je vais faire mieux la prochaine fois, etc., etc.
Et voilà, quasiment 20 ans après, je me fais encore attraper par une connerie de maladie mal soignée, que je n'ai pas voulu prendre en charge. Et ça m'a fait penser à un espèce de cycle d'éternel recommencement, c'est-à-dire que, alors, si vous êtes débutant, par exemple, vous avez commencé à courir en 2022, donc vous êtes un débutant, même si je sais, ça fait mal à votre ego surdimensionné, mais vous êtes un débutant, si. Vous n'avez pas vraiment d'expérience. Vous vous dites, ouais, j'ai fait telle erreur, putain, j'ai corrigé le tir à la course d'après, ouais, ça va plus jamais m'arriver. Je suis pas sûr. Peut-être un jour, ça va t'arriver à nouveau. Eh oui, parce que tu vas oublier à nouveau. C'est normal, c'est la vie. C'est comme ça. Alors, bref. Le compte-rendu était quand même assez intéressant, parce que globalement, j'ai raté ma course dès le début, donc j'avais rien à vous dire. Et à l'issue de la lecture de ce compte-rendu, vous avez vu qu'il y avait quand même matière, il y avait quand même un petit quelque chose. Donc là, maintenant, l'objectif, pour rester quand même dans la définition d'un athlète, ça va être de rebondir. Après un J-30 fabuleux, le podcast quotidien sur mon site duc-army.fr était exceptionnel. Je rappelle qu'une semaine avant, je battais des records dans une montée que je faisais depuis 2016. Voilà. Donc cette forme-là, il faut arriver à l'entretenir, la retrouver, la canaliser, appelez ça comme vous voulez, pour le Grand Raid du Ventoux. 86 km, 4200 mètres de dénivelé. Fin avril, et c'est dans 17 jours. Je suis très confiant. J'en ai presque même trop remis depuis. Donc, là, on va lâcher un peu la bride. Et on va essayer, j'allais dire, de kiffer la life, mais non, parce qu'il y a quelqu'un d'extrêmement pénible qui essaye de me nuire en ce moment. Et... alors, ce ne serait qu'à moi, ça ne serait pas un problème. Je l'aurais écrasé, bien sûr, comme très souvent. Mais là, il touche à des trucs où je suis obligé de pas utiliser tout de suite l'ultra-violence, mais il ne perd rien pour attendre. Chaque échange, que ce soit par mail ou par téléphone, est consigné dans un carnet. Et cela fera l'objet d'un podcast un petit peu plus tard, un podcast qui sera 100% à charge. Je l'appellerai... le titre sera énormissime. Et j'aurai sans doute derrière des poursuites, mais c'est pas grave, à un moment donné, il faut que ça sorte. Bref, cette personne est un nuisible, mais elle ne m'a quand même pas empêché de faire 50 bornes aujourd'hui, ce qui était absolument ravissant avec cette belle météo. Allez, pour finir là-dessus, sur le point de vue athlète, sportif, etc., ce samedi, on fait un petit testing ultra. Alors, faut pas être trop nombreux non plus, parce que on le fait depuis chez moi, enfin chez mon propriétaire, qui est le tenancier du site mrcrampon.fr, où on allie le rugby et le trail, voilà, ce qui est quand même fabuleux. Et nous allons tester les chaussures Altra Experience Wild 3+. Alors je l'ai mis pour la première fois cette année. En fait, avant, le modèle d'avant, il n'avait pas de semelle Vibram, donc ça me gonflait un peu. Et là, il y a une semelle Vibram. Alors il y a 4 mm de drop. La chaussure est très très confortable. C'est vraiment une chaussure... pour le footing, oui, bien sûr, mais en chemin, parce que c'est une chaussure de trail. Ou pour la sortie longue, un peu cool. Voilà, c'est le chausson, quoi. C'est le chausson, un petit chausson. Ou pour celles et ceux qui veulent essayer Altra, parce que vous avez quand même le pied élargi, vous avez 4 mm de drop, ce qui fait que du coup, si vous venez alors que vous étiez sur Oka, Adidas, Nike, je sais pas, les autres marques, vous serez pas trop choqués, enfin, vous n'allez pas vous blesser ce matin-là. Donc voilà, samedi matin, sur vos glands, et à l'issue de cela, nous aurons un petit apéro, je sais plus trop ce qu'on a prévu, mais il y aura un petit peu à manger, un petit peu à boire avec notre ami Julien de Renard, qui pourra peut-être même nous faire tester ses nouveaux softs. Et voilà. D'un point de vue purement
speaker. J'étais aux 10 km de Cluse ce lundi, puisque c'était le lundi de Pâques. D'ailleurs, ceux qui tapent sur la religion en permanence, j'ai une question pour vous. Pourquoi avez-vous respecté un jour férié qui est lié à la religion chrétienne si vous... parce que de temps en temps on entend des discours où, voilà, presque il faudrait incriminer... voilà, vous en battez les couilles des chrétiens, ça vous intéresse pas, gna 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 gna. Alors, moi je suis assez neutre, j'ai été baptisé. Néanmoins, je ne suis jamais allé à l'église le week-end. Après, bon, j'ai fait de nombreux mariages et malheureusement d'enterrements à l'église. J'ai toujours trouvé ça très impressionnant, très beau. J'ai pas eu spécialement d'avis sur la question de la religion, même si je trouve ça intéressant. Alors après, bon, voilà, la religion chrétienne est celle qui est proche de moi. Je ne connais pas les autres, juifs et musulmans, mais j'ai quand même l'impression que c'est toujours un peu dans la même ordre d'idées. Voilà, vous avez une espèce de présence supérieure qui vous force à être une belle personne au quotidien. Bon, je schématise. Et vous avez des gens qui sont absolument contre les religions. Et pourquoi pas, c'est leur droit. Et par contre, quand la religion donne le jour de congé, là, je prends. Toute l'année, oui, les chrétiens, c'est des cons. Je prends le jour de congé. Ouais, les chrétiens... Et quand je vais en vacances, je fais quoi? Je visite une église. Et j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai qu'il faut être vraiment un énorme profiteur pour faire ça. C'est-à-dire que toute l'année, tu craches sur... Alors, là, c'est la religion chrétienne, mais on pourrait faire ça avec n'importe quelle religion. Toute l'année, tu craches sur la religion chrétienne, mais quand c'est les vacances, quand tu vas à Paris, tu vas voir Notre-Dame, quand même. Et j'avais jamais fait le rapprochement. J'avais jamais... Parce que c'est une mode aussi, quand vous êtes au collège, au lycée, voilà, faut dire à vos amis, enfin, personne ne dit, ouais, j'aime Jésus, tu vois, ça n'existe pas. Enfin, après, si, il y avait les collèges privés, ouais. Mais souvent, on y allait parce que c'est pas qu'on aimait Jésus, c'est qu'on n'aimait pas un certain type de personnes qu'on ne retrouvait pas dans ces collèges. Si j'ai beaucoup d'amis qui étaient avec moi à l'école primaire, puis bizarrement, ils avaient disparu au moment d'aller au collège et au lycée. Puis j'ai dit, tiens, pourquoi? Bon, j'ai la réponse maintenant. Je peux pas vous la donner en podcast, évidemment. Donc ouais, ça m'a amusé, ce lundi de Pâques où tout le monde était content des... Mais je pense que maintenant, si on me demande... Enfin, après, j'étais un débile aussi à l'école, mais... Et ça m'intéressait pas. Mais il faudrait faire les micro-trottoirs. Il y en a plein qui font ça sur YouTube. Ils posent des questions aux gens dans la rue, puis les gens savent plus, alors que c'est des trucs évidents. Bientôt, le micro-trottoir, ça va être 2 plus 2, puis l'autre va faire oh, putain, attends, je demande à ChatGPT. Et ouais, les gens savent pas. Alors, je suis pas un exemple, hein. Tous les jours fériés, je sais pas à quoi ça correspond forcément. C'est vrai que j'ai eu une relation avec l'histoire-géographie très conflictuelle pendant mes études, donc bon, voilà. J'allais pas en cours, donc c'est vrai que c'était... c'était un conflit assez pacifiste au final. J'avais tout misé sur les maths, dans un but de pure réussite. J'allais dire mathématiques. Bah oui, c'est le cas. Puisque dès que j'avais vu qu'au baccalauréat, le coefficient des maths était 8 et l'histoire-géo était 2, bon, voilà. Il y a une matière où j'ai décidé que c'était plus la peine d'y aller. Bon, on a bien rigolé, on est déjà parti en terre... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai animé le 10 km de Cluse, bon, on s'en fout, c'est passé. Le trail de la Mandala ce week-end. Trail de la Mandala ce week-end, donc on est à la Balbe de Sillingy. Mandala, c'est la montagne un peu à côté, très jolie. 21 bornes, 1050, 1100 mètres de dénivelé, un truc un peu tonique, un peu voilà, sympa quoi. En plus, la chaleur va baisser un peu d'ici dimanche, donc c'est pas plus mal. Parce qu'après, sinon, vous allez vous plaindre qu'il fait chaud. Comme vous vous plaignez quand il pleut, vous vous plaignez quand il fait froid, vous vous plaignez tout le temps en fait. Vous n'avez que des problèmes, c'est incroyable. Voilà.
Travail de la mandala ce week-end pour être speaker. Je sais pas trop, mais si, il y a mon petit SCH bien sûr qui vient, mais pas eu trop de patriotes sinon qui m'en ont parlé. Bon. Putain, si, j'avais une grosse nouvelle. LinkedIn. Eh oui. Eh oui. Si vous avez été attentif, vous avez vu que le CEO, le CEO, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, le CEO de Duke Corporation est arrivé sur LinkedIn. Et oui, et c'est moi. Voilà. Voilà. Je pense que c'est très intéressant, LinkedIn. Alors, du coup, oui, c'est vrai que j'aurais pu y aller avant. Je pense que c'est très intéressant, je veux dire, pour deux raisons. J'ai essayé un peu TikTok, honnêtement, c'est pas mon truc de faire des vidéos, donc ça marche pas de ouf. Le public est pas exceptionnel, même si c'est plus uniquement des jeunes adolescents. Bon, c'est pas foufou, et sur Instagram, j'ai quand même remarqué que maintenant que j'ai un petit peu ma communauté, c'est un peu dur de toucher les autres communautés, puisque je pense quand même que globalement sur Instagram, on a affaire à des débiles. Bah, je ne dis pas que vous êtes tous débiles, mais certains le sont quand même un peu. Alors, certains sont débiles dès le début, c'est-à-dire on leur met un téléphone dans les mains, bon, ils étaient déjà débiles, forcément avec le téléphone dans les mains, ils continuent à être débiles, voire même ils le sont un peu plus. Il y a des nuances de débilité qui sont intéressantes à décortiquer, mais toujours, on a des gens qui étaient tout à fait normaux, et une fois qu'on les a laissés utiliser Instagram pendant des années, eh bien ils sont devenus eux aussi débiles. C'est-à-dire que leur cerveau a pris l'habitude de consommer des informations extrêmement brèves et qui viennent d'à peu près n'importe où. Et en fait, pour peu qu'elle soit mise en valeur, cette information, eh bien, le cerveau la kiffe et la considère comme vraie. Alors qu'au final, il n'y a aucune source. Ça se trouve, c'est vrai, ça se trouve, c'est faux, on n'en sait rien. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, moins j'ai de choses à faire sur ce réseau social, puisque c'est un petit peu une cour de récréation. Finalement, les gens consomment du contenu, ils regardent des mèmes et des réels en permanence, et plus trop de... Enfin, voire même des fois, vous me les envoyez. Ne me les envoyez pas, ça ne m'intéresse pas. J'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour me divertir, en fait, quand je vais sur Instagram. Et je me suis dit, à un moment donné, putain, mais en fait, LinkedIn... Alors, j'ai parlé à quelques puristes qui m'ont dit, ouais, mais c'est pas comme avant. Avant, c'était un vrai truc pour trouver de l'emploi, machin, créer du lien entre les employés. Maintenant, il y a... Et j'ai pris, maintenant, il y a aussi des athlètes. Et là, j'arrive. Mais j'arrive pas en mode, ouais, je suis athlète. Bon, déjà, je suis pas athlète professionnel, puisque... mes revenus liés au sport représentent 10 à 15% de mon chiffre d'affaires, donc autant vous dire que si demain on les coupe, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Non, j'arrive sur LinkedIn parce que je pense que j'ai quelque chose d'intéressant à leur proposer, c'est mon contenu. Et à mon avis, le contenu que je mets sur duc-army.fr, donc qui est souvent des textes assez longs à lire, voilà, vous prenez une Duc chronique, donc par exemple lundi, comme tous les autres lundis, je vous ai fait un résumé de tout ce qui s'était passé en trail le week-end. Presque, bien sûr, il y a des choses qui m'échappent parfois. Et là, du chronique, lundi, si vous voulez, alors il y a une petite mise en page qui est réalisée, voilà, par Pierre-Yves Guillot, que je rémunère pour cela. Donc il y a une très belle mise en page qui est faite, qui est toujours un peu la même pour qu'il y ait une certaine cohérence, une certaine ligne directrice, mais in fine, alors oui, il y a quelques photos, oui, il y a quelques boutons, oui, il y a quelques titres, mais in fine, ce lundi, vous aviez un document PDF de 18 pages. Voilà. C'est écrit assez gros, bien sûr. C'est un truc qui se lit bien, mais 18 pages, Instagram, pas sûr.
18 pages LinkedIn A. Déjà mieux. Donc voilà. C'est aussi pour ça que je vais sur ce réseau. Je pense que ce que je propose colle mieux avec la population du réseau LinkedIn. Même si, bien sûr, c'est des gens qui ont aussi Instagram. Mais voilà. Quand ils passent du temps sur LinkedIn, ils en passent un peu moins sur Instagram. Et, à mon avis, même si beaucoup décrient ce réseau social, c'est mieux. Voilà, alors on verra hein, si en fin d'année, mon nombre d'abonnés n'a pas sensiblement augmenté et tout. Bon, bah, ce sera pas la peine de se casser la nénette et puis j'arrêterai. Mais je pense que c'était intéressant de faire ça. Et un truc, en fait, auquel j'avais pas pensé, c'est les retrouvailles avec les anciens de l'école. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que j'ai fait une école d'ingénieur. Alors après, je suis jamais allé chercher mon diplôme, donc parce que j'ai eu la flemme. C'était trop loin. J'ai eu la flemme d'aller chercher mon diplôme. Donc j'étais bien entendu le pire élève de cette promotion. Même si aujourd'hui j'ai réussi, mais en fait j'ai réussi grâce à eux, parce que l'école d'ingénieur m'a appris à être intelligent, à agir vite, à démêler des situations complexes, à se projeter dans l'avenir, etc., etc. Après, ma compétence, c'était électronique, radiofréquence. Bon, si j'en refais, évidemment, j'y arriverai. Si j'y suis arrivé une fois, j'y arriverai une deuxième fois. Mais au-delà de la pure compétence qu'on voyait à l'école, finalement, c'était plus le mode de pensée qui était important que, voilà, bah super, vous avez réussi à calculer... la taille du stub, voilà, pour faire dans votre répartiteur un 2 vers 1, voilà, c'est magnifique. Bon, moi j'ai fait un du 3 vers 1 aussi, ce qui n'existait pas, mais bref, inutile de se jeter des fleurs. Et en fait, putain, j'ai pu retrouver quelques anciens là de l'école. Alors je leur envoie une petite invitation, ou se connecter, voilà, c'est se connecter. On verra s'ils acceptent ou pas, je sais pas s'ils ont envie de voir un peu ce que je suis devenu. En fait, moi, j'étais trop chaud pour aller à... Il y avait une journée, là, des anciens, tout ça, la promotion, machin. C'était le vendredi avant les championnats de France. Merde. Bon, du coup, j'y suis pas allé. Mais j'étais prêt, sinon, à mettre de côté toutes mes activités qui nourrissent mon chiffre d'affaires pour me rendre à cette journée, enfin cet après-midi même, de lien social. Mais bon, là, à 2 jours du championnat de France, voilà, je voulais pas faire le con. Bon, au final, comme j'étais malade... J'aurais peut-être mieux fait d'y aller. Mais c'est ainsi. C'est ainsi. Et puis, autre truc marrant, bah, c'est vrai que j'ai retrouvé quelques abonnés, quelques patriotes sur LinkedIn. Et je me suis dit, putain, c'est ça la tête qu'il a. Alors surtout parce que vous avez un costard. Bon, moi, quand je vous vois, vous avez un short, les jambes épilées... Si c'est après la course, vous êtes bavé dessus, y en a, ils se sont vomis dessus. Bon, c'est sûr, quand je vois la photo avec le costard, ça me choque un peu, ça change, tu vois. Je me dis, ah tiens, c'est vrai qu'il a un vrai métier. Et c'est très marrant, c'est très marrant. Ça a vraiment titillé énormément ma curiosité. Mais je suis un homme curieux, hein, c'est ce qui me définit depuis mon plus jeune âge. C'est ce qui m'a poussé à réussir aussi dans beaucoup de choses diverses et variées, c'est la curiosité, s'intéresser. Vous avez par exemple des très très grands ingénieurs, plutôt en termes de mécanique, hein, qui en fait étaient tellement curieux qu'ils ne pouvaient pas utiliser quelque chose sans comprendre comment ça marchait. Et donc ils étaient sans arrêt en train de démonter, remonter, etc. Moi j'avais pas cette curiosité-là. Mais j'avais plus la curiosité de qui fait quoi, l'humain, machin, truc et tout. Bref. Et justement, pour reboucler avec la religion, puis après on passera à autre chose. La curiosité est un vilain défaut, alors oui, bien sûr, mais quand même, c'est aussi un magnifique moteur. Toujours pareil quand elle est utilisée correctement. Alors, j'avais noté un petit truc dans divers. J'ai reçu un mail de Total Energy. Alors, non pas parce que je suis actionnaire, ça va plus maintenant, j'ai revendu, mais... Parce que mes contrats d'électricité, de gaz, tout ça, sont chez Total Energy. Et ils m'informent, à la fin de l'hiver, que j'ai réduit
de 33% ma consommation d'énergie par rapport à l'hiver dernier. C'est énorme, hein. Vous vous rendez compte? Tous les écolos là qui ont envie de se faire saucer dans tous les sens, est-ce qu'ils ont reçu le même mail de Total Energy? Est-ce qu'ils ont reçu un mail qui disait oui, vous avez économisé 33% d'énergie cet hiver? Je sais pas. Moi je l'ai, il est là, il est dans mes... Putain non, je l'ai supprimé. Mais je pense que je peux le retrouver sur leur plateforme, bref. Et là vous vous dites, putain, il a fait des économies de malade. Non. Non, parce que entre Total Energy et Hugo Ferrari, il y a l'État français. Et l'État français, force est de constater qu'il s'est gavé, puisque mes factures ne sont pas les mêmes, elles sont plus élevées qu'avant. 33% de consommation d'énergie en moins, facture plus élevée que l'année dernière. Incroyable. Incroyable, c'est fou. C'est-à-dire que on en est arrivé à un point où vous vous chauffez pas, vous payez quand même. Plus de 60% de ce que vous auriez payé si vous vous chauffiez. Bon, j'ai pas fait le calcul exact, mais on a dépassé la moitié de la somme en termes d'abonnement et tout. Enfin, en fait, il y a tellement de taxes qu'on peut pas toutes les lister. Mais c'est incroyable. Parce que quand je regarde pas trop les prélèvements, tout ça, et quand j'ai reçu ce mail, j'ai fait « Oh putain, c'est énorme, 33% d'énergie consommée en moins, trop bien et tout !» Donc là, je me rue, bien sûr, sur le nouvel échéancier. Je saute dessus, je me dis « Waouh, les économies de malade !» Eh ben non. C'est plus cher. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Voilà, je voulais vous partager cette petite information qui fait toujours plaisir, un petit tir gratuit, voilà. Allez, prends ça. J'allais dire prends ça Brigitte, mais il faut pas dire ça parce que comme on a vraiment quelqu'un qui s'appelle Brigitte, alors qu'avant c'était une petite blague quand on était enfant, bien sûr, et qu'il n'y avait pas de Madame Macron qui s'appelait Brigitte. Voilà, maintenant ce serait bien évidemment malvenu, et je ne le fais donc pas. J'avais aussi noté un petit truc pour les dossards au trail niveau les revards. C'est vrai que chaque année, c'est un petit peu le sketch, les questions des coureurs qu'on reçoit. Et j'ai envie, moi aussi, de poser une question aux coureurs. En fait, qu'est-ce qui vous empêche de lire le règlement de la course? Qu'est-ce qui vous en empêche? La course, elle publie un règlement. C'est obligatoire, d'ailleurs, dans le dossier préfecture. Pourquoi vous le lisez pas? Est-ce que c'est parce que vous savez pas lire? Est-ce que c'est parce que vous avez pas le temps? Est-ce que c'est parce que vous vous en foutez? Vous vous dites, tiens, je vais poser la question à l'organisateur, comme ça il va me répondre sans que j'ai besoin de lire le règlement. Donc, plutôt que moi j'investisse du temps pour acquérir la connaissance, je vais voler le temps d'autrui pour acquérir la connaissance plus rapidement sans forcer. Voilà, donc il y a ces deux options, soit vous savez pas lire, soit vous êtes un voleur de temps. Vous choisissez. Et pour la lecture, je rappelle que c'est au CP, quand on a 6 ans. Voilà. Et puis, c'est vrai que ça me gêne un petit peu. Jusque-là, j'avais toujours pu dire oui. Alors certes, des fois avec 2 mois de retard, mais... quand certaines personnes avaient des petits projets un peu annexes et tout, qui me posaient des questions, j'essayais toujours de formuler un petit bout de réponse, ou de donner mon avis, donner éventuellement un coup de main, passer, voilà, un contact, suivant ce qu'on me demandait, et là, j'ai été forcé de dire non à quelques personnes qui me présentaient des choses qui étaient sans doute très intéressantes, mais... comme je vous le disais un petit peu au début de ce podcast, eh bien, il y a en ce moment des gens qui me font perdre mon temps, qui me font perdre énormément de temps. Ce serait dans le cadre du travail, pourquoi pas, mais là nous sommes dans un autre cadre. Ces personnes me font perdre énormément de temps et d'énergie. Mon cerveau a du mal à se concentrer sur les autres tâches puisqu'ils sont tellement pénibles et agaçants que je suis un peu en boucle dessus, même si j'arrive à me détendre et à penser à autre chose à d'autres moments, hein, bien sûr, mais
c'est un espèce de bruit permanent là de la part de ces nuisibles qui fait que je n'arrive plus à me concentrer réellement sur certaines choses et je suis obligé de tailler dans le gras, de supprimer pas mal de choses que je prenais plaisir à faire. Donc voilà, malheureusement ça tombe sur certaines personnes qui me demandaient des choses tout à fait sympathiques. Justement, on revient sur la curiosité qui m'intéressait, mais là, pour l'instant, c'est trop embué, ça ne marche plus correctement. Et une fois que j'aurai vaincu ces parasites, mais je ne peux pas les éclater contre le mur avec mon chausson pour l'instant. J'attends un petit peu. Ça ira sans doute beaucoup mieux, et d'ici quelques mois, j'aurai retrouvé ces moments de calme et de sérénité qui me permettent parfois de répondre à des choses complètement ridicules qui ne m'apportent rien, mais voilà, quelqu'un a pris la peine de me demander, j'arrive à trouver un moment pour répondre, c'est sympa, c'est cool. Sauf que là, c'est juste plus possible, donc navré pour les quelques personnes qui ont pris un non, même si je l'avais un petit peu enjolivé, bien sûr, parce que ça me gêne quand même. Alors, on en arrive à la question de Quentin Kamoujinka, dont j'avais balancé l'index UTMB de 754. Hop là. Salut Hugo. J'espère que ta prépa pour les France se passe fort bien, donc oui, c'est un mail qui date un peu. Et je te souhaite de régner sur la course. Bon, je vous ai expliqué déjà que ça s'était mal passé. J'essaye de me tenir à jour sur tes podcasts quotidiens de grande qualité. Merci, Quentin. Mais ce n'est pas toujours facile. Arrête, j'ai mis le flux RSS privé. Le truc, il arrive sur ton téléphone comme ça, paf, une notif. Même si t'es en open space, tu mets les écouteurs, tu dis ouais, je suis en communication avec le client chinois, me dérangez pas, nanani nanana. Hop, ça passe crème. J'espère que la question que j'aimerais te poser n'a pas déjà été posée. Non, pas vraiment. Alors, on arrive à la question. Je voulais ton avis, et comme je ne suis pas coach, eh bien je vais répondre. Et usurper l'identité des coachs, une fois de plus. Je voulais ton avis sur la répartition de la charge d'entraînement pour travailler en prépa ultra. Vaste sujet, Quentin, vaste sujet. Je viens de lire. Et c'est là où les problèmes commencent. C'est que t'as lu, Quentin. Est-ce que t'as lu le règlement de la course ? Déjà, pour commencer. Je viens de lire. Quentin. Mais qu'as-tu lu ? As-tu lu un papier rédigé par des hauts scientifiques qui, en plus d'être des scientifiques reconnus par leurs pairs, sont également des sportifs accomplis. Ou est-ce que tu as lu un article de U-Trail, tu vois ? Bon, là, je vous ai mis les deux exemples vraiment l'un et l'autre d'un bout à l'autre de la pièce. Voilà, parce que tu vois, tu me dis, je viens de lire. Mais est-ce que t'as lu un truc vrai ? Tu vois, j'en suis pas sûr. Je sais pas. Peut-être que t'as lu quelque chose de complètement grotesque. Déjà, attention. Je suis en train de lire un truc. Qui c'est qui l'a écrit ? Pourquoi il l'a écrit ? Etc., etc. Parce que, par exemple, quand vous lisez une étude scientifique, impressionnant quand même, hein ? Étude scientifique, je sais pas si vous vous rendez compte. La science est invoquée. Eh bien, le scientifique, tout scientifique qu'il est quelqu'un qui a besoin de se loger, a besoin de manger, et de faire tout un tas d'autres choses pour lesquelles il lui faut de l'argent. Donc quelqu'un d'autre qui possède de l'argent commande une étude scientifique en payant le scientifique. Donc le scientifique, il faut qu'il fasse la bonne étude, avec les bons résultats. On veut pas faire une étude, on veut montrer des résultats. On s'en fout de faire une étude, ça n'intéresse personne. Ce qu'on veut, c'est avoir une preuve que ça ou ça marche. Donc on paye des scientifiques en disant « démerdez-vous, vous faites n'importe quel protocole, on s'en fout. À la fin, on veut que tel produit soit mis en valeur et qu'on puisse le vendre sur le marché en faisant des marges de 90%. »
Bon, je vous ai fait un petit raccourci, mais vous avez compris l'idée. Et même quand c'est un chercheur, un scientifique, enfin, on s'en fout du nom, qui bosse dans le public, même là, l'argent arrive de quelque part. Il arrive de l'État, c'est donc une étude commandée par l'État. Puisque si vous faites une mauvaise étude, vous êtes viré. Ça, on l'a vu pendant le Covid, par exemple. Vous faisiez une étude qui était plutôt raccord avec ce que disait le gouvernement, hop, Légion d'honneur, plateau BFM TV, plus 200 000 followers sur vos réseaux sociaux, c'était jackpot. Par contre, vous faisiez une étude qui allait contre, là c'était Conseil de l'ordre, voilà, toute la machine se mettait en branle, et parce que vous aviez osé dire que, éventuellement, un médicament pouvait peut-être, dans certains cas, apporter des bénéfices, mais bien entendu pas chez tout le monde et pas n'importe comment, et bien là, bon, c'était terminé, vous enlevez tout, même votre slip. Voilà, donc, toujours vous dire quand vous lisez un truc, qui l'a écrit et pourquoi il l'a écrit. Par exemple, le e-book que j'ai coécrit avec Nicolas Martin, pourquoi nous l'avons écrit ? Nous l'avons écrit pour gagner de l'argent. Ça, c'est la première des choses. 19,90€ par e-book vendu. Alors, une fois qu'on retire la part imposable, on tombe un peu plus bas que ça. Disons, bon, j'ai la flemme de calculer, mais entre 10 et 15 euros. Et puis après, on divise par deux, la moitié pour Nico, la moitié pour moi. D'accord ? On l'a écrit parce que Nico est un coach reconnu, qui a eu de nombreux résultats. Voilà, encore dernièrement, on a vu qu'il a fait revenir au plus haut niveau Mathieu Delpech. On a vu qu'il a réussi à encadrer Audrey Tanguy pour qu'elle arrive à canaliser son énergie, parce que c'est quelqu'un qui est très fort de base, et qu'elle a remporté le championnat de France. Enfin voilà, on va pas faire tout son palmarès auprès des athlètes. Mais c'est quelqu'un qui était légitime pour écrire sur l'entraînement. Parce que Patrick Bringer l'a entraîné pendant quasiment 15 ans, parce qu'il a été membre de l'équipe de France tellement il s'est bien entraîné, parce qu'il a fait ça en parallèle d'un métier physique et difficile, ensuite il l'a fait de manière professionnelle, et in fine, il est lui-même devenu coach. Niveau expérience, on est pas mal. Donc ce qu'il écrit est légitime. Maintenant, moi, j'étais là justement pour faire vendre le truc. J'ai rajouté des petites anecdotes pour vous faire marrer. Je me suis occupé d'avoir un graphiste pour que ce soit plutôt propre. Et je me suis occupé de la mise en ligne. Et je me suis occupé de la partie financière, taxes, vente, machin. Et donc, je vous invite, toutes et tous, à le lire en le commandant sur mon site internet. Vous ferez plusieurs bonnes actions, à travers l'achat de ce e-book, vous allez financer un petit peu Nicolas Martin, vous allez financer un petit peu Hugo Ferrari, et c'est un peu un truc à trois têtes, vous allez également financer votre République française qui en a bien besoin, puisque, voilà, comme moi, vous faites le constat que il faudrait mettre plus d'argent dans certaines choses, et bien voilà, en tout cas vous allez lui en donner un peu plus, après bon, elle l'utilisera comme elle l'utilise. Voilà, bien, mal, ça c'est pas nous qui jugeons, surtout pas ici, mais voilà. Alors je reprends un petit peu le mail, donc je viens de lire qu'un entraînement basé sur 80% d'endurance fondamentale et 20% d'intensité... Ah, ça y est, il l'a cité. La loi de Pareto, 80-20, le truc des coachs, que ce soit en développement mental, développement de ce que tu veux, à chaque fois que t'as un mec qui te parle de comment développer ceci ou cela, bim, la loi de Pareto arrive, oui, il faut faire 80% des choses, et puis 20%... Bref. Donc un entraînement basé sur 80% d'endurance fondamentale. Alors déjà, comment tu définis l'endurance fondamentale ? Vaste sujet, tu te sers quoi ? Tu te sers de l'allure, tu te sers du cardio, parce que finalement, aujourd'hui, je vois, j'ai fait une sortie, mon cardio était extrêmement bas, on peut quasiment considérer que j'ai fait de l'endurance fondamentale tout le long, mais en fait, en termes d'allure, j'étais au-delà de l'endurance fondamentale, enfin tu vois, on peut discuter de ça. Et 20% d'intensité, alors là, c'est encore mieux, qu'est-ce qu'une intensité ? Est-ce que c'est de la zone 3 ? Est-ce que c'est de la zone 4 ? Est-ce que c'est de la zone 5 ? Est-ce que c'est du seuil ? Est-ce que c'est une zone au-delà de la zone 5 ? Donc des trucs un petit peu type sprint, etc. C'est quoi ton intensité ? Et aussi, un truc auquel tu n'as pas pensé, comment tu comptes
les heures. Ah, tu m'as pas vu venir là, Quentin. Je prends un papier, un stylo. Bon, tu fais 2 heures de course à pied, cool, et tu dis que c'est 2 heures d'endurance fondamentale. Ça, j'avoue, je pinaille un peu pour te casser les pieds, mais ok, c'est facile, on a tous compris. Maintenant, question à $1 million, tu fais 1 heure de course à pied. Ok ? Dans cette heure de course à pied, tu fais 10 fois 1 minute à VMA. Bon, je prends un gros classique de l'athlétisme. Est-ce que tu dis que tu as fait 1 heure d'intensité ou est-ce que tu dis que tu fais 10 minutes d'intensité? Et je vais te donner une troisième option. Est-ce que tu dis que tu as fait 20 minutes d'intensité? Ah oui, parce que quand tu fais 10 fois 1 minute, entre les deux, ton cœur il redescend pas trop, et du coup tu peux considérer que ça fait 20 minutes. Très bonne question ça. Allez, du coup comment on compte? Ah ouais, ah merde, c'est chiant ça. Donc 80-20, ce serait plutôt destiné à des coureurs pros. Ah bah c'est destiné à 20 personnes. Putain, génial. Qui c'est qui fait du contenu pour 20 personnes là? Qui est ce con? À très fort volume. Bah c'est facile. En fait, c'est facile de comprendre ça. Pourquoi on te dit que les gens qui font beaucoup de volume, ils font 80-20? Parce que si tu fais... Bon, moi je vois quand j'étais ingénieur, je faisais entre 12 et 22 heures de sport par semaine. Donc, mettons 15 heures. Bon, 15 heures, je pense que c'est une fourchette assez haute pour la population générale, et finalement, c'est assez rare que beaucoup de gens fassent ça. Donc on va dire que 15 heures, c'est beaucoup de sport dans la semaine. Bon. Certains triathlètes sont à 40, mais le trailer aime bien se saucer. Donc 15 heures. Si tu fais... Non, c'est chiant 15 heures. On va dire 20 heures. Ouais, de toute façon, 15 heures, c'est pédé. On va dire 20 heures. Donc sur 20 heures, 80-20, ça fait déjà 4 heures d'intensité et 16 heures d'endurance fondamentale. 4 heures d'intensité. C'est énorme. Déjà, si tu comptes que ton heure de course à pied où tu fais 10 fois 1 minute de VMA, c'est 1 heure d'intensité, ça veut dire que il faut que tu fasses 4 fois ta séance de VMA dans la semaine. C'est juste impossible. Donc en fait, ton 80% de F, 20% d'intensité, ça se trouve, c'est même 95-5. Ou 90-10. Tu vois? Et j'ai encore envie de te dire un truc. Ok, mais en fait, est-ce que c'est ça toute l'année? Est-ce que toutes les semaines, faut que tu fasses 80-20? Ou est-ce que l'hiver, tu fais peut-être 70-30? Toi, moi, je prépare l'UTMB. L'hiver, je fais beaucoup d'intensité. Et plus on se rapproche de l'UTMB, moins je fais d'intensité. Parce que quand je fais une sortie spécifique à l'UTMB, qu'est-ce qui se passe? Je marche sous SV1, quoi. Donc, l'intensité, elle est pas trop là, quoi. Et l'intensité en descente. On en parle de l'intensité en descente? Parce qu'en descente, ton cœur, il monte pas. Donc, c'est pas de l'intensité. Mais si tu descends hyper fort, tu te brises les muscles. Tu vois? En fait, je suis en train de te démontrer que ce que t'as lu, ça sert à rien. Donc 70-30 l'hiver, et puis 95-5 quand on est vraiment dans la phase de préparation spécifique. Tu vois, typiquement, quand je fais un mois à Tignes, je vais pas faire 3 VMA dans la semaine. C'est complètement con. Alors, il y en a qui le font. En général, je leur fais coucou à Courmayeur quand je passe, tu vois, je leur mets une petite tape dans le dos, je leur demande s'ils veulent une barre, s'ils ont pas trop soif. Puis après, ils me répondent, ouais, j'ai mal aux jambes. Je dis, oui, bah, c'est normal, hein, vu comment t'es parti. Bon courage pour finir, hein, d'ailleurs. Mais que pour le coureur amateur... Mais pourquoi le coureur amateur s'entraînerait moins que le coureur professionnel? Il y a des coureurs amateurs qui font 20 heures par semaine. Hein. Regardez Benjamin Paulin. Benjamin Paulin, il travaille en tant qu'ingénieur, d'accord? Donc comme vous tous, il a un travail à 100%. Et quand je vais sur sa page Strava... Pourquoi je peux pas aller sur son Strava à Benjamin Paulin? Je précise que je le connais depuis très longtemps. Je l'apprécie, c'est un ami. Benjamin est un copain. Et... ceux qui ont la ref. Putain, ce pro là, il a mis des trop belles photos dernièrement. Putain, il se fait saucer sur Strava, salopard. Il a même pas mis le badge pro, cet enculé, quel branleur.
Voilà. Benjamin, donc il fait toujours... Voilà, donc là j'ai une semaine à 240 km. Là j'ai une semaine à 251 km, ça fait 20 heures de course à pied. Là j'ai 14 heures de course à pied, 176 km. 12h50 de course à pied, 153 km. Ah mais parce qu'il y avait les France. Sinon, je retombe un peu dans le cœur de la prépa. Donc là, oui, il y a encore 19 heures, 230 km. Là, il y a 18 heures, 220 km. Et le mec est ingénieur, hein, il bosse toute la semaine en tant qu'ingénieur. Il est pas... Il est pas à mi-temps. Il est pas... Voilà, 20 heures de course à pied. Donc il y a ceux qui ont envie de s'entraîner, puis il y a ceux qui n'ont pas envie. Ah ouais, non, mais tu comprends, mais c'est parce que moi, j'ai... Ouais, non, mais je comprends que, voilà, t'as ouvert le tiroir, t'as pioché un dossier. Alors, quelle excuse je vais sortir à mon duc aujourd'hui pour lui dire que j'ai rien foutu? Alors, les gosses, j'ai déjà fait. Ma femme qui veut faire des sorties au zoo, pareil, j'ai déjà fait. Le besoin vital de voir mes grands-parents 3 fois par semaine. Ah, j'ai pas fait ça, tiens, je vais sortir celle-là en ce moment. Bon, je charrie, mais je sais que vous aimez ça. Je sais que vous aimez ça, là, hein, quand ça pète un peu, là. Mais que pour le coureur amateur, on pouvait augmenter le pourcentage d'entraînement d'intensité, sachant qu'il serait sur un volume moindre. Je peux imaginer 60% des séances en endurance fondamentale et 40% des séances avec de l'intensité. Mais c'est énorme, le mec il va faire 5 VMA par semaine, mais tu vas le tuer. Tu vas le tuer. Ou alors, pour toi, l'intensité démarre à la zone 3. Mais dans ce cas-là, Quentin, comment tu fais? Parce que t'as de la zone 3, t'as de la zone 4, t'as de la zone 5. Alors, bien évidemment, tu passes pas le même temps dans toutes. D'ailleurs, la zone 3 est un petit peu dangereuse, parce que c'est vrai qu'elle est très, très énergivore, parce que tu peux y passer plusieurs heures, et ça tète un max. La zone 4, bon, c'est du SV2, en général, quand t'as fait 4 fois 10 minutes, déjà une séance bien costaude, t'as pas trop envie de la voir revenir de sitôt à l'emploi du temps. Et la zone 5, là, c'est vraiment les trucs d'une violence inouïe, genre 10 fois 2 minutes en côte, 10 fois 1 minute, 2 fois 10 fois 1 minute à plat, voilà, là déjà c'est des trucs bestiaux, hein, des trucs de bestiaux quand même. Alors, si tu me dis que Z3, Z4, Z5, ça rentre dans l'intensité, alors là peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas, effectivement, hein, parce qu'il faut en faire. Z3 par exemple, il y a un très gros problème sur Z3. C'est que globalement, la zone 3, c'est ce que vous faites en course, quand vous faites un truc qui dure entre 3 et 8 heures, voilà, il y a de la zone 3 un peu partout, quoi. Et le problème, c'est que c'est une zone, une allure, une sensation que vous allez beaucoup retrouver en course. Mais si vous le faites beaucoup à l'entraînement, très compliqué en termes de fatigue. Donc il y a une vraie ambivalence, une vraie question à se poser sur la justesse de l'utilisation de la zone 3 à l'entraînement. Par exemple, mon entraîneur Patrick Branger est quelqu'un qui a tendance, malgré qu'on lui dise, à en mettre un peu trop. Voilà, donc après quand on le sait, on regarde la semaine d'entraînement, on fait ok, il y en a là, là et là. Ok, comme d'hab, il a été gourmand, vas-y j'en diminue une, je dirais que je suis fatigué, je dirais que j'ai mal dormi. C'est la patte un peu, ça. T'as beau dire, ça revient au galop. Fuyez le naturel, il revient au galop. Voilà, encore une fois, ça dépend comment tu comptes. C'est pour ça que tu peux pas raisonner sur un entraînement avec la simple lecture du truc que t'as lu là. Mais il faut vraiment que tu fasses du cas par cas, de la périodisation. Je veux dire, en 2015, j'ai lu le livre Soyons fous d'Antoine Guillon, le mec, il a proposé un plan à l'année, un plan macro, hein, à l'année sur tel mois qu'est-ce qu'il faut faire, tel mois qu'est-ce qu'il faut faire pour performer comme un bâtard à la diagonale des fous. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, il a gagné, voilà, hop, vainqueur. Il a fait deuxième derrière François Den, deuxième derrière Kylian Jornet, je sais plus combien de podiums, j'ai oublié. Et il écrit un livre pour se préparer à la diagonale des fous. Et vous le lisez pas.
Alors que le mec était sur le podium quasiment chaque année, quoi. Incroyable. Et justement, dans cette périodisation, c'est ce que je raconte. Voilà, il y a les moments de l'année où on fait des grosses intensités, il y a les moments de l'année où on en fait moins quand on est ultra trailer. Hein. Si vous faites du trail court, vous êtes niqué. Vous allez faire de l'intensité un petit peu tout le temps quand même. Avec encore une fois une répartition peut-être un peu différente, mais globalement vous allez vous la mettre chaque semaine. Hein. Donc maintenant que j'ai déconstruit tous tes mythes, je continue, parce que tu m'as fait un joli texte. Je me pose la question pour nous, moi, qui souhaitons courir des ultras. Nous entraînons seuls, avec un travail à 100%. Mais Quentin, je pense que vu ton niveau et les questions que tu as, alors tu vas me dire oui, ça coûte de l'argent, c'est vrai, bien sûr. Mais je pense que tu es mûr pour avoir un entraîneur. Alors oui, c'est une somme élevée, je sais, mais j'ai quand même mis tes résultats dans les du chronique. C'est des résultats qui sont très encourageants. Voilà, je pense que si tu en as les moyens, tu peux t'offrir ce petit plaisir. Je sais pas quel âge tu as, mais il me semble que t'es un peu comme moi, voilà, dans la trentaine. Bon, t'as passé déjà quelques anniversaires, t'as de la bouteille. Prochain anniversaire, tu sais sans doute pas quoi offrir, famille, machin, tu sais pas quoi leur demander, quoi. Investis sur un coach. Tu dis, voilà, écoutez, moi, l'autoradio pour le C15, je l'ai. Les charentaises, je les ai. J'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, j'ai tout ce qu'il me faut. Et au prochain anniversaire, coaching. Voilà. Parce que j'ai l'impression que t'es au b.a.-ba du truc, et vu ton niveau, ça pourrait être très intéressant. Alors attention, hein, c'est pas magique non plus, mais... Pour ma diag... Ah putain, mais il fait quoi la diag déjà? Bon, t'avais bien évidemment explosé comme tout le monde, mais... Il me semble que c'était pas dégueu quand même. Après, c'est pas ce résultat-là qui me restait en tête quand je pensais à toi. Oui, si, quand même, 14e, en moins de 30 heures, oui, il y a quelque chose quand même. Ouais, il y a quelque chose, ouais. Non, mais t'avais fait mieux que ça avant, ouais. Et oui, voilà, le Grand Raid des Pyrénées, ouais. T'avais coté plus haut d'ailleurs, ouais. Vainqueur, ouais. Magnifique. Sur le 120, je précise, mais magnifique. Belle cote à 766, là. Non, mais ouais, 14e de la Diag. Bon, Blandine Mirondelle, elle est finie devant toi, mais elle est très forte. Oui, elle est finie devant beaucoup de monde d'ailleurs, putain. Ah oui, elle était 8e. Et ouais, Quentin, 14e. Putain, ouais, t'étais pas très loin du Guillaume Boxis, hein, à 20 minutes. Ouais, ça mérite un coaching, hein, ça, à mon avis. Ça mérite d'essayer sur un an, quoi. Et tu vas pas te marier avec le coach, mais vu ton niveau, je pense que tu peux t'offrir ça pendant un an. Et puis après, tu verras hein, si ça a marché, pas marché. Ça, c'est vrai que des fois, il y en a certains, ça marche pas hein, aussi. Voilà. Alors, pour ma diag, je m'étais préparé avec le schéma hebdomadaire suivant. Mais tu vois, déjà, pour moi, il y a un problème. Tu peux pas avoir un schéma hebdomadaire à l'année. Il faut qu'il y ait des grosses variations. Alors, je vais pas te demander de faire du ski alpi, mais... parce que suivant où t'habites, c'est juste impossible, mais... Il y a des variations de volume à avoir dans l'année, il y a des variations de qualité. Encore une fois, dans le e-book Nicolas Martin cite 6 ou 7 qualités à avoir pour performer en trail. Voilà. Et toi, tu faisais une séance d'intensité plat ou côte. Donc ça veut dire que tu n'as jamais fait de réel cycle de plat et tu n'as jamais fait de réel cycle de côte. En gros, tu bricolais, quoi, une fois par semaine. Une séance de muscu, alors pourquoi une séance à l'année? Pourquoi pas parfois 2, pourquoi pas parfois 0? Un footing vallonné, bon, ça admettons. Ça oui, ça revient, parce qu'à un moment donné, il faut un certain volume qui fait que, voilà, chaque semaine, il y a des footings vallonnés. Un footing à plat, donc ça oui, c'est pas idiot non plus, parce que souvent le trailer a tendance à oublier que, voilà, c'est même intéressant, hein, des fois, de faire... Toi, vu ton niveau, j'imagine que le footing à plat, tu le fais à 11-12 km/h. Ouais, c'est intéressant, parce que sur un ultra, à la fin, quand tu cours à 12 km/h, t'es content, hein, déjà. Un jour récup, toujours, mais ça, c'est bien aussi, voilà. Pas tous les jours durs, ouais, c'est bien.
Et le reste, sortie longue en montagne. Ah oui, mais ça... Alors, toute l'année, bon... à l'heure cool, et parfois quelques segments ou portions soutenues, mais au feeling. Ouais, bah là, tu faisais sans doute un peu de zone 3, hein, je pense. Voilà. À mon avis, ton entre-deux seuil, il était là, hein, ou au moins du SV1. Hein. Voilà. Voici ma question, du coup. Ah merde, on n'avait pas attaqué la question encore. Penses-tu qu'avoir une seule intensité de programmer sur une semaine d'entraînement et mettre de l'intensité non programmée au feeling dans des sorties est suffisant, ou faut-il être bien plus rigoureux sur ces intensités avec un coach dans la semaine? Bon, après, tu tapes dans ChatGPT développement du cycle VMA, bon, t'as des bribes, tu peux déjà bricoler tout seul. Si tu veux pas être coach, hein. Après, moi, je te conseille d'en prendre un, vu ton niveau, etc. J'ai déjà avancé mes arguments. Mais tu peux déjà bricoler tout seul. Tu dis, voilà, j'ai fait un plan macro, donc moi, je veux retourner la diag, performer la diag. J'ai fait un plan macro, décembre, reprise du sport post-diag, janvier, février, cycle VMA, je dis n'importe quoi, hein. Mars, avril, cycle seuil, mai, juin, premier cycle, longue distance, machin, truc bidule, juillet, course test, et suivant comment la course test s'est passée, je reprogramme des macros, etc. Donc, ouais, est-ce qu'il y a besoin d'une séance d'intensité chaque semaine, toute l'année? Je suis pas sûr. Et à l'inverse, est-ce que des fois c'est suffisant de faire une séance d'intensité? Je suis pas sûr. Je pense que pour toi, parfois, il t'en faudrait deux. D'intensité haute, je parle. Par exemple, cet hiver, alors j'ai fait un truc, c'était pas aussi carré que ce que m'avait dit Rémi Rivet, parce qu'il y avait d'autres choses qui intervenaient, etc. On a fait les tests physio, alors que j'étais déjà en train de faire ma préparation, machin. Mais l'hiver prochain, on va pouvoir y revenir. D'autant plus que là, en faisant, on va dire, 70% de ce que me conseillait le scientifique, entre guillemets, eh bien, j'ai vu déjà des belles améliorations. Donc pourquoi pas, si mon UTMB se passe bien, dire, ok, c'était une bonne direction à prendre. L'hiver prochain, au lieu de faire 70% de ce qu'il me disait, j'épouserais 100% de ce qu'il me disait. Et à un moment donné, ce que t'as suivi, Quentin, ce qu'il me disait, c'était que voilà, il me fallait une séance VO2 max à plat et une séance VO2 max en côte. Alors, c'est pas rigolo, une séance VO2 max, c'est extrêmement difficile, et donc 2 par semaine, c'était un maximum. Mais si c'était des trucs un peu plus simples, peut-être on serait même monté à 3 par semaine. Alors là, on est sur un très grand maximum. 3 séances d'intensité haute, Z4, Z5 par semaine, on est sur un très grand maximum. Voilà. Mais en faisant une à plat, une en côte, je pouvais passer à 2 sans me blesser. Oui, bien sûr, parce qu'il y a la théorie, puis après, faut pas blesser l'athlète. Si j'étais un peu plus fragile, entre guillemets, je pouvais faire une intensité à plat à pied, très très forte, très très dure, et l'autre intensité, je la faisais sur mon vélo, sur le home trainer, pour diminuer un peu les chocs. Parce que le but était de tirer le côté physio vers le haut, plus que mécanique de course à pied, même si, voilà, on était très friands de prendre les deux. Voilà Quentin, écoute, je pense que je t'ai fait une bonne rafale là. À mon avis, tu vas kiffer, hein. T'avais pas mis le gilet pare-balles, donc t'as dû bien la recevoir. Et tu m'as pas dit du coup si tu retournais à la Diag cette année, c'est dommage, hein, mais en tout cas, voilà, je l'avais mis dans la du chronique, hein, je m'en rappelle, mais chapeau, hein, 14e là-bas, faut le faire, hein, c'est quand même pas un terrain facile. Il faudra que j'y retourne d'ailleurs, ouais, 2028, voilà, on en parle. Eh bien allez, je vous laisse là-dessus, vous avez vu ce retour en grande pompe sur le podcast du mercredi, alors, même si je vous ai livré comme ça une performance d'improvisation d'1 heure, je sais que la plupart d'entre vous ne vous abonnerez pas à mon site duc-hermy.fr, parce que dès qu'il s'agit de faire un petit effort, hop là, on se carapate, hein, je vous renvoie sur le truc du jour férié, mais... Mais voilà, pour celles et ceux qui prendront la peine de venir, je pense que vous ne serez pas déçus. Je ne l'ai jamais fait, j'aurais dû le faire, je suis un très 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 mauvais communicant. Je n'ai jamais publié tous les retours que vous m'avez fait, mais vous le savez, je les ai lus et je vous ai répondu. Voilà, les gens qui sont abonnés, enfin, j'ai jamais trouvé une personne déçue. Certains, bien sûr, sont partis au bout de 2-3 mois, parce que c'est pas qu'ils étaient déçus, c'est que ça leur correspondait pas, mais
Voilà, je ne l'ai pas fait. Je pourrais avoir déjà des centaines d'avis Google me faisant passer vraiment pour le GOAT que je suis, mais je l'ai jamais fait par fainéantise, voilà, c'est pas moi. C'est pas moi. Alors je pourrais le déléguer. Je vais le déléguer d'ailleurs, mais je l'ai pas fait. Allez, salut, et je vous rappelle qu'on se retrouve sur LinkedIn pour faire des LinkedIneries tous ensemble.